Bonjour et bienvenue dans le podcast Haricots Verts, le podcast qui vous parle d'art, d'écologie et de verdure. Je suis Pauline Leroux, ingénieure agronome passionnée de plantes et je vous emmène à la découverte de la couleur végétale et de toutes ses applications. Que ce soit dans le textile, l'ameublement, l'artisanat, la décoration et dans d'autres domaines, chaque jeudi et samedi à 7h30, je vous propose des épisodes riches avec des invités passionnants pour approfondir le sujet de la couleur végétale sur toute la chaîne de valeur. Mon but, fédérer et démocratiser la couleur végétale dans nos vies. Alors, c'est parti, bonne écoute. Bonjour à tous, je suis ravie d'accueillir Clément Bottier, designer textile des Arts et Décors de Paris, qui vous parle de son actu avec la sortie du film Astérix et Obélix, l'Empire du Milieu, sorti le 1er février 2023, mais il nous parle surtout de son parcours dans la couleur végétale. Bonne écoute. Moi, j'ai fait l'école des Arts décoratifs de Paris. D'accord. En design textile. Et j'ai découvert les teintures naturelles un peu avant ça, quand j'ai démarré mes études, dans mes études de costumier que j'ai fait à Paul Poiret. Voilà, c'était il y a une quinzaine d'années. C'est mon prof de chimie qui nous avait fait une toute petite initiation. Ouais, il y a bien 15 ans. C'est vrai. Et c'était super, et il m'a mis entre les mains le livre de Dominique Cardon. Le monde des teintures naturelles. C'est les deux grands noms. Dominique Cardon et Michel Garcia, c'est les deux grands noms français. Sauf qu'ils n'ont pas du tout la même approche et pas du tout le même background. Michel Garcia, c'est un autodidacte. Et Dominique Cardon, c'est une chercheuse émérite du CNRS. Donc c'est quelqu'un qui est reconnu par les institutions françaises. Mais Michel, il est reconnu internationalement. Et alors, Dominique Cardon, c'est une spécialiste de l'histoire de la teinture et de l'ethnologie. Donc de l'histoire des textiles et tout ça. Donc pour ça, c'est génial et c'est merveilleux. Et Michel Garcia, c'est un praticien de la couleur. C'est un fabricant de couleurs et un fabricant de process. Donc voilà. Les deux sont extrêmement importants et très nécessaires. Et ont énormément œuvré, ils ont tous les deux énormément œuvré pour le développement des teintures naturelles en France et à l'étranger. Moi, je suis un peu l'élève de ces deux. Ah oui, d'accord. De personnes, sans l'être officiellement, c'est-à-dire que j'ai commencé à Couleur Garance. J'étais stagiaire à Couleur Garance il y a une quinzaine d'années. Michel était déjà plus chez Couleur Garance. Et je passais mon temps à aller chez lui dans les ateliers, je me suis vraiment formé avec lui. Et ensuite, quand ça a commencé à marcher professionnellement, systématiquement, je retournais le voir, pour ça. Et Dominique, c'est ses bouquins, c'est-à-dire sans arrêt, j'ai lu ses bouquins. Dès qu'il y a un nouveau bouquin qui sort, je l'ai. Depuis, on échange. Parce que j'ai un grand intérêt pour l'histoire de l'art. Moi, j'ai une formation d'histoire de l'art au lycée et pour moi, c'est primordial de partir des écrits, de partir des textes. Donc c'est super pour ça Dominique est vraiment précieuse, c'est une personne précieuse. Ensuite, je suis allé aux Arts Déco et Isabelle Rodier est la prof référente de l'atelier d'ennoblissement textile aux Arts Déco. Sandrine Rosier, Isabelle Rodier, on est très proches et très amis, on a la même philosophie de travail. OK, super. Ensemble, on est un peu un trinôme sans travailler systématiquement ensemble. En tout cas, on a la même vision de la teinture végétale. D'accord, ok. Ça, j'ai vu dans votre site, il y a une partie rubrique formation. J'ai vu Greta, je crois, et celle-ci. Ouais, d'accord, ok. Voilà. Alors, alors ça, c'est parce que depuis, je donne des cours aux Arts Déco et je donne des cours au Greta. Mais en tout cas, j'étais étudiant aux Arts Déco et j'ai eu Isabelle comme prof aux Arts Déco. C'est elle qui m'a suivi pour l'écriture de mon mémoire. D'accord. Et quand je suis sorti de l'école, on a commencé des projets ensemble. C'est les deux projets que vous avez sur mon site. Je le mets pas suffisamment à jour, il faudrait que je le fasse. Et puis je travaille dans un milieu aujourd'hui qui est très confidentiel, qui est le cinéma, où je peux pas trop mettre de documentation. Donc du coup. D'accord. Le cinéma, vous pouvez pas communiquer. C'est mon sur activité principale. C'est compliqué. C'est très compliqué. On signe des contrats de confidentialité. Des accords de confidentialité. Voilà. Et du coup. Du coup, c'est pas une évidence. Et puis après, je suis pas un spécialiste de ça. J'ai pas une passion pour ça aussi, la communication. Il y en a qui sont meilleurs pour ça. Je comprends. Voilà. Aurélia Wolf est excellente pour. Carrément. Voilà. Pour la communication. C'est la reine de la communication. Voilà. D'accord. Et donc vous êtes là, votre activité principale, c'est le cinéma. Ouais. Et l'enseignement. C'est le cinéma et l'enseignement. C'est l'Empire du Milieu qui sort le 1er février.
c'est un énorme film et que c'est vraiment ce format de cinéma, c'est un peu la première fois en végétal. D'accord. Les autres films étaient plus petits. Ça reste quand même une bonne production, hein, mais c'était des projets plus petits. Mais là, Astérix Obélix, c'était énorme. C'était énorme, les quantités qu'on a. Voilà. Et ça représente, alors du coup, ça représente combien de costumes à peu près? C'est plusieurs centaines. Je peux pas vous dire précisément, mais c'est plusieurs centaines. C'est eux qui qui ont fait appel à vous, ou il y a un genre d'association ou vous-même qui êtes allé les voir? Là, c'est encore une autre manière de travailler. Donc, dans le cinéma, il y a une créatrice costume ou un créateur costume. Donc, c'est plutôt un métier de femme. Donc, c'est principalement des créatrices costumes, même s'il y a quelques créateurs costumes. Donc, moi, ça fait plusieurs années que je travaille avec différents créateurs et créatrices costumes en tant que teinturier patineur. Ça, c'est un peu le métier que j'ai occupé pendant plusieurs années. Et en fait, le créateur costume, il est invité soit par une production, soit par un réalisateur. Et c'est cette personne qui choisit son équipe et qui prend les décisions artistiques en ce qui concerne les costumes. Oh, génial. D'accord, je savais pas. Bien sûr, en accord avec le réalisateur, et c'est toujours dans l'objectif de servir les propos du réalisateur. Mais en tout cas, la création artistique, c'est vraiment le créateur ou la créatrice costume. Dans le cinéma, il y a les films d'époque et les films contemporains. Les films contemporains, c'est que de l'achat et du shopping. Et les films d'époque, c'est de la fabrication. Donc tous les costumes sont fabriqués. Pour les rôles, j'entends pour les rôles. Pour les figurants, c'est autre chose. Quand ils existent dans les stocks, on puise dans les stocks. Et quand c'est des sujets très précis, comme pour Astérix, où il y a eu pas mal de figurants qui n'existaient pas, de costumes de figurants qui n'existaient pas, on fabrique également pour les figurants. Donc ça veut dire que multiplication. Ouais, voilà. Ce que j'allais dire, c'est-à-dire que là, tous les costumes, parce que moi j'ai juste vu la bande-annonce, je me dis mais ça fait un nombre incalculable, parce que les personnages en plus, il y a énormément de couleurs. Ouais. Et après, il y a les armées, je crois. Tous les rôles, c'est du végétal, ça c'est sûr. C'est dingue. Voilà. Hormis des petites exceptions, hein, parce qu'on va chercher dans les tissus anciens et tout ça. Donc il y a des tissus aussi, voilà. Mais en tout cas, tous les rôles sont en végétal. Et chez les figurants, une partie. Les Gaulois sont tous en teinture végétale, les pirates aussi, et une partie des Chinois aussi. Et pour les armées, alors ça a été très intéressant parce qu'il y a eu un travail de cuir, et tout le travail de cuir et de teinture cuir a été fait en végétal. D'accord. Et du coup, là, sur ce film-là, vous allez en faire une communication pour vous, pour votre boîte, pour votre savoir-faire, ou pas besoin, entre guillemets, ça se... D'accord. C'est très compliqué comme sujet. Sandrine l'a fait, donc, parce que Sandrine Rosier, avec qui je travaille. En fait, là, sur ce film, ce qui se passe, c'est que d'habitude, je suis le teinturier patineur sur les films. Je suis tout seul et j'ai un assistant ou une assistante qui m'aide pour la teinture parce que c'est beaucoup de temps. Donc, on est 2, maximum 3. Là, c'était tellement énorme que dans mon équipe, on était 14. D'accord. Parce que je gérais aussi les accessoires, les bijoux, les chapeaux, tous ces trucs-là. Et du coup, j'ai eu besoin d'une personne référente pour la teinture. Et cette personne référente, c'était Sandrine. Donc c'est Sandrine qui a vraiment piloté l'atelier de teinture. Et puis moi, j'étais en charge de tous les motifs aussi, ce que vous a expliqué Michel. C'est que j'ai une formation de designer textile, hein, donc je fais des motifs, je sais les imprimer, j'aime ça, j'aime les imprimer. Donc toute la partie motifs de ce film, c'est moi qui les ai dessinés. Et on a mis en point ensemble avec Sandrine les procédés d'impression pour pouvoir imprimer pour nos 3 costumes, pour nos 2 rôles asiatiques. Donc c'est l'impératrice et la princesse de Chine. Ces costumes-là sont imprimés en végétal. Et du coup, robes, alors désolé, c'est des robes d'époque avec des patrons. Pardon. D'accord, ok. J'allais dire c'est les imprimés, c'est, alors je vais peut-être dire une grosse ânerie, mais je crois qu'à la fin de la formation, il parlait, c'est la même chose que les sérigraphies ou pas du tout? Non. Oui, alors c'est juste que moi je n'emploie pas le terme sérigraphie, qui est un terme qui est normalement consacré pour l'impression papier. Ah, d'accord. La sérigraphie concerne surtout le papier. Donc après, c'est un terme qui est galvaudé et qu'on utilise aussi pour le textile, mais en textile, traditionnellement, on parle d'impression textile. La sérigraphie évoque vraiment l'outil cadre de sérigraphie. Et du coup, pourquoi c'est compliqué de communiquer sur votre travail? Parce qu'en fait, rien ne nous appartient. Tout appartient à la prod. Donc,
Si on veut, par exemple, si on a fait des photos personnelles, les photos personnelles, c'est uniquement pour le travail, c'est-à-dire pour l'usage Ah, professionnel. C'est pas du tout pour d'accord. la communication. Donc alors D'accord. par contre, je pourrais faire des posts à partir des photos officielles, j'imagine, reposter ça, mais j'ai pas voilà, cette habitude de le faire, ça va peut-être venir, voilà. Je le fais pas. Et est-ce que moi, par exemple, si vous êtes OK pour enregistrer le podcast avec moi, est-ce que vous voulez est-ce que vous voulez, et est-ce que moi je peux le faire en disant, en fait, moi, ma question avec ce podcast, c'est que je me rends compte qu'il n'y a pas beaucoup de gens, même les passionnés de plantes, même les gens qui s'intéressent aux alternatives, il n'y a pas grand monde qui connaît la teinture végétale. Oui, non, mais on peut tout à fait citer les noms des films sans problème et dire que ces films ont été faits en végétal. C'est absolument pas un souci à l'oral. D'accord, parce que je trouve que Astérix, justement, c'est un film où il y a quand même pas mal de générations, que ce soit dans les acteurs qui sont... Donc ça représente quand même pas mal de générations, et ça peut être une superbe façon d'initier les gens en disant, bah voilà, ça existe, c'est fait, les couleurs, elles sont magnifiques. Parce que moi, quand je suis partie en stage chez Michel, je me suis dit, on va faire des couleurs toutes fades, des trucs tout palos, et en fait, quand j'ai vu, j'avais l'impression d'avoir un magicien devant moi. Et en fait, je pense que là, avec ce film-là aussi, ça montrera déconstruire tous les a priori. Quand les gens connaissent la teinture végétale, ils ont des a priori. Et en fait, je trouve que ça pourrait être intéressant d'en parler si vous êtes d'accord et si vous avez le droit. Oui, tout à fait. Moi, j'ai le droit, votre accord. Et à côté de ça, j'enseigne. Parce qu'en fait, donc ce qui s'est passé, c'est que quand j'ai fait mon mémoire et mon diplôme aux Arts Déco, donc là j'étais suivi par Isabelle Rodier principalement, mais pas que. J'avais une problématique, une grande problématique, c'était l'industrialisation. Parce que l'atelier d'impression et de teinture aux Arts Déco est construit sur un modèle industriel, sur un labo d'industrie textile. Donc on utilise des procédés qui sont proches de l'industrie textile. Donc là, je parle avec les colorants de synthèse, c'est-à-dire que c'est un atelier qui traditionnellement travaille avec des colorants de synthèse, et c'est des procédés qui sont mis en place pour qu'on puisse ensuite travailler sans aucune difficulté dans l'industrie textile. Et donc quand j'ai commencé, mon diplôme c'était en 2012, mon mémoire c'était en 2011, voilà. Je me suis dit bon, j'ai fait une petite recherche de tout ce qui existait à l'époque en teinture végétale, et c'était des pratiques qui étaient surtout artisanales. Il y avait beaucoup de pratiques artisanales qui avaient démarré dans les années 70 et qui étaient très marginales et qui jusqu'aux années 2000 se sont petit à petit développées, mais qui sont restées vraiment quasiment au stade de do it yourself. En tout cas, là je parle en France, parce qu'après à l'étranger il y a eu maintien de savoir-faire. Ça on le sait très bien, en Afrique, au Japon, ou en Amérique latine, ça ils ont gardé leur savoir-faire. Mais en tout cas en France et je dirais même en Europe, les savoir-faire étaient perdus et les tentatives de retrouver ces savoir-faire étaient plutôt des tentatives maison. J'ai été fasciné par les couleurs qu'on pouvait obtenir très vite. Et quand j'ai commencé à en parler aux professionnels du textile et aux industriels du textile, j'ai eu des personnes très réfractaires à cette démarche en disant ce sont des couleurs qui ne tiennent pas, les couleurs ne sont pas vives, enfin tout ce qu'on entend encore aujourd'hui, mais bon, même si ça c'est moins fort que ça a pu l'être, à l'époque c'était complètement réfractaire. Donc je me suis dit si je veux en faire mon métier, si je veux pouvoir développer ça, il faut que j'arrive à convaincre les professionnels avant tout. Ça sert à rien de convaincre un grand public qui peut l'être facilement, et les particuliers qui peuvent être facilement convaincus. Non, ce qui est important, c'est de convaincre les professionnels et les industriels. Donc j'ai mis en place, j'ai recherché des procédés. Je les ai pas mis en place, on a fait ça à plusieurs. Michel m'a aidé. J'ai travaillé avec Couleurs de Plantes, j'ai travaillé avec Couleurs Garance, voilà. Et j'ai pour mon diplôme, j'ai cherché des procédés industrialisables et pouvant être utilisés dans des industries textiles et à tous les stades de défabrication textile, donc en tissage, en maille, en impression, avant tissage, après tissage, ce qu'on appelle teinture pièce, teinture fil, voilà. Tout ça, teinture pièce, c'est la pièce qu'on trempe. Voilà, c'est la pièce. Voilà, exactement. Donc voilà, j'ai travaillé là-dessus et sur l'impression parce que je tenais énormément à l'impression. Donc j'ai mis en place une collection textile donc à l'échelle de l'école, c'est une collection d'étudiants bien entendu, mais avec des procédés qui étaient tout à fait applicables dans les usines. Et en sortant de l'école,
j'ai eu envie d'essayer d'approcher les usines pour voir si je pouvais le mettre en place véritablement. Donc ça, on a travaillé ça ensemble avec Isabelle et on a mis en place ce projet que vous avez peut-être vu sur mon site internet qui s'appelle Une synergie française, qui était l'idée de rassembler des industriels du sud de la France, de la région de Castres-Mazamet. Donc on était tous d'accord dans l'idée de monter ce projet. C'était vraiment un projet synergique. On était tous sur un même niveau d'égalité et une même envie de développement. Et on s'est dit, nous, on va apporter nos savoir-faire à la fois de designers, mais aussi des process. C'est-à-dire qu'avec Isabelle, on était tous les deux designers, donc on avait un œil sur la couleur. Et ça, c'est quelque chose que j'aimerais bien discuter avec vous. J'aimerais bien qu'on discute parce que c'est extrêmement important aussi, ça, la problématique chromatique. Donc on avait cet œil-là, et puis on avait un œil sur les process. On avait Patrick et Isabelle Brenac, qui étaient donc les fabricants de couleurs, qui nous fournissaient les colorants. On a eu le Pastram, Éric Carlier, qui faisait la partie tissage, et on a eu les établissements Plot qui faisaient la teinture, et le Fil Amalric qui s'occupait de la filature d'une laine, parce qu'on voulait une laine 100% locale, donc c'est une laine française qu'on a utilisée. Okay. Voilà, donc on s'est tout rassemblé ça. C'est les logos qu'on voit. Ouais, d'accord. Voilà, c'est tous les logos qu'on trouve sur mon site. Ok, d'accord. Donc ça, c'est tous les acteurs. On s'est rassemblés ensemble et on a conçu cette collection. Donc c'est l'équivalent d'une 50aine de pièces, ce qui est pas mal, hein, de plaids et de coussins. Donc ça a été teint. On a fait les teintures sur fil, donc sur cône. Pourquoi sur cône? Parce qu'en fait, en teinture, c'est le plus difficile. C'est-à-dire que si on arrive à teindre en cône, on arrive à tout teindre derrière. C'est-à-dire teindre en cône, c'est-à-dire que le cône, le fil, il est déjà enroulé sur un cône. Et c'est le cône qui est dans le bain de teinture. C'est un système de pression. C'est des cônes qui ont des trous et le bain passe par l'intérieur et est projeté vers l'extérieur de telle sorte que le colorant passe bien dans la totalité du cône. Donc c'est vraiment techniquement assez compliqué. Et si ça marche avec cette technique de teinture, ça marche avec toutes les autres. Donc on a fait ça, et puis surtout on avait envie de travailler avec le tisserand sur une chaîne en couleur, parce que habituellement c'est plutôt des chaînes soit en noir et en blanc et des trames en couleur, parce que c'est plus simple à mettre en place. Là on voulait des croisements de couleurs, on voulait avoir des couleurs en chaîne et en trame. Donc ça n'a pas été facile, et c'était super intéressant parce qu'on travaillait avec Eric sur le métier à tisser. On a arrêté le métier, on décidait des bouts de couleurs qu'on voulait tisser. Enfin, un vrai travail collaboratif. C'est top ça. Donc on a fait ça, et ensuite on a fait également une ligne de papier peint, donc là qui était plus artisanale, qu'on imprimait à l'échelle d'un atelier. Donc ça c'était très intéressant. Donc et après à partir de ce moment-là où je passais sans arrêt de cette problématique de grande échelle, c'est pas des grandes échelles, faut pas dire grande échelle parce que moi je suis contre les grandes échelles dans le sens monopole, c'est-à-dire une seule usine qui produit des quantités astronomiques, mais en tout cas sur un outil industriel et permettre et une production plus importante qu'une production artisanale et manuelle. Et du coup, on pourrait, parce que pareil, cette notion-là, moi, j'ai du mal à la définir, et en fait, il y a les artisans, l'artisanat. Il y a les gros industriels, et c'est pas ce qui est souhaité parce que sinon il y aurait pas assez de pigments et ça poserait des complications toujours dans l'excès. Mais du coup, donc je comprends mieux l'idée d'outils industriels, mais du coup on peut parler de ça à partir de quel est-ce qu'il y a un volume, est-ce qu'il y a un ordre d'idée, parce que non, c'est plus une histoire d'outils que de volume finalement. D'accord. Et chaque industriel, donc chaque industriel a ses machines avec des volumes prédéfinis. Ouais. Voilà. En tissage, par exemple, ça va être une chaîne. C'est la longueur d'une chaîne. Donc globalement, le minimum, c'est 50 mètres. C'est rare quand un tisserand tisse moins de 50 mètres. Et ensuite, ça peut aller jusqu'à plusieurs milliers de mètres, sans aucun problème. Ah ouais. Voilà. Ça, c'est l'outil industriel. Pour la teinture, c'est autre chose. Parce que ils ont des grosses machines permettant de teindre des très grosses quantités, mais ils ont aussi des plus petites machines et également des machines à échantillonner pour valider les couleurs. Donc c'est possible de travailler des petites quantités chez des industriels, des 2 kilos, 3 kilos de teinture, 5 kilos de teinture, c'est possible. Si ces industriels ont ces équipements.
Alors, et ça c'est aussi ce vers quoi j'aimerais bien qu'on discute, c'est qu'au départ, dans la problématique d'industrialiser, il y a la problématique de normaliser et de standardiser. Ouais. C'est-à-dire que te dire, si on veut le faire sur un outil industriel, on peut pas tout utiliser. Il faut avoir des procédés définis et paramétrés. Et puis surtout, il faut limiter le nombre de produits utilisés. Donc on limite les sources de colorants et on limite les sources de mordants. On peut pas tout utiliser. Voilà. Or, les teintures végétales et les recettes de teintures végétales, il y en a des centaines et des centaines. Donc cette problématique d'industrialisation et de limiter les process est super intéressante parce que ça permet de faire des choix et surtout d'essayer d'aller vers des couleurs solides, de qualité et tout ça. Ça c'est certain. Néanmoins, et ça j'ai mis du temps à m'en rendre compte, c'est qu'il faut pas oublier que les couleurs naturelles, c'est naturel. Ça vient du naturel, ça vient du milieu, c'est soit végétal, soit animal. Et comme on le sait, le végétal et l'animal, c'est très diversifié. C'est-à-dire qu'il y a des sources colorantes qui sont très nombreuses. On a cherché à les limiter dès le XVIIIe siècle pour standardiser, simplifier les choses. La question c'est, est-ce vraiment nécessaire? Est-ce obligatoire? Voilà. Ça c'est toujours dans cet objectif on limite pour produire de très grandes quantités. Voilà. Et ça, moi, j'ai tendance à être contre ça aujourd'hui. Et je pense que l'intérêt de la couleur végétale, c'est qu'elle est diversifiée. Donc les projets et les utilisations possibles peuvent être diversifiés. Multiples. Et en limitant en limitant les sources colorantes, je trouve qu'on passe à côté de plein de choses et on risque de retomber dans les travers de produire des très grandes quantités de très petites, de très peu de variétés végétales. Et du coup, donc, ça veut dire... ça veut dire retourner vers des monocultures, retourner vers des... Voilà. Et refaire des trucs qui sont démesurés. Ouais, d'accord. Voilà. Dans l'excès, soit d'un côté ou soit de l'autre. Exactement. Trouver une machine révolutionnaire qui marche avec tous, ça, j'y crois pas. Ouais, d'accord. En revanche, que cette machine puisse être intéressante pour le végétal, oui, pourquoi pas. La question de la température à froid, c'est une vraie question. La question de la température, c'est une vraie question. Je pense que ça ne peut pas marcher avec tous les colorants, ça ne peut pas marcher avec toutes les fibres, parce que ce qu'on oublie souvent, c'est qu'avec la teinture végétale, on a 2000 ans de recul. Et plus que ça, on a 6000 ans de recul. Ça fait 6000 ans qu'on utilise ces colorants végétaux. Et quand je vois souvent, j'ai des étudiants qui me disent « Ah, j'aimerais bien trouver un nouveau colorant, un colorant qui n'existe pas, qui n'a jamais été utilisé, un process qui n'a jamais été utilisé. » J'ai envie de dire, en fait, regarde l'histoire. Ça a forcément déjà existé, Ça a déjà existé. Et puis un peu d'humilité, c'est pas mal aussi. Comme d'être persuadé que j'utilise des recettes, mais je ne me considère pas propriétaire de ces recettes. De la recette. Et je ne me considère pas comme l'inventeur de ces recettes. Du coup, c'est-à-dire qu'une recette de teinture végétale peut pas être déposée, par exemple, à l'INPI ou peut pas être brevetée. Alors moi, j'y crois pas. Moi, je suis assez content. Voilà, c'est ce que quand je suis sorti de l'école et que j'ai passé mon diplôme, j'ai eu des juristes spécialisés en propriété intellectuelle qui sont venus me voir et qui m'ont dit « mais c'est super ce que tu as fait, il faudrait absolument que tu les déposes, ça pourrait être hyper intéressant pour toi ». Moi, j'y crois pas. J'y crois pas à ça, déjà parce que les recettes que j'utilisais il y a 12 ans, elles ont bien évolué depuis. C'est plus du tout les mêmes. Que ensuite, il suffit de changer un tout petit paramètre pour que ce soit plus la même. Et que, en fait, chaque teinturier, avec le temps, fait évoluer en permanence les recettes, à sa recette, à sa manière de faire, que en plus de la recette, il y a la question du geste, il y a la question de la sensation, de la fibre qu'on va atteindre, et ce qui est super avec les colorants naturels, c'est que d'une fibre à l'autre, on n'a jamais le même résultat. C'est pas standardisé. On est sur de la nature et on teint de la nature, parce qu'avec le naturel, on ne peut teindre que des fibres naturelles. Et voilà, il n'y a jamais deux plantes identiques. Et le résultat n'est pas garanti. Ouais, c'est ça et c'est ça qui est super. C'est ça qui est super. Et de la même manière, on me dit, je veux absolument pouvoir reproduire exactement la même couleur d'un bain à l'autre. Je dis, bah oui, c'est possible, tu vas y passer du temps. Moi, c'est ce que je faisais quand j'étais aux Arts Déco. J'avais des résultats très standardisés,
Mais est-ce vraiment bien? C'est-à-dire, est-ce qu'on a vraiment envie, quand on va acheter un textile, que ce soit un vêtement ou un textile pour l'ameublement, d'avoir 25 fois la même pièce et d'être sûr d'avoir exactement le même que son voisin et son copain? Est-ce que l'intérêt, c'est pas justement de tendre vers des particularités? Et est-ce que c'est pas justement l'intérêt du végétal? Je dis pas que c'est pas possible avec le végétal. Ça, c'est pas vrai. On peut reproduire les mêmes couleurs. On peut ajuster le bain. Moi, j'ai cette problématique-là dans le cinéma parce que effectivement, parfois j'ai des séries de costumes. C'est-à-dire j'ai des rôles qui ont 6 fois le même costume parce qu'il leur arrive plein de choses. Voilà. Donc, il faut absolument que je reproduise 6 fois la même couleur. Je le fais parce que c'est important pour l'image. Donc, c'est possible de le faire. Mais en tout cas, en vue d'un produit, moi, de moins en moins, je pense qu'il faut aller vers ça. Je pense qu'il faut aller vers de la particularité, de la spécificité. Et voilà. Pour prendre un exemple de Bompo, là, la marque dont je vous parlais qui fait des sous-vêtements, ils ont appelé leur gamme les divergents. C'est toutes les gammes qui sont pas du vert olive standard de la photo. Et j'ai trouvé le concept hyper intelligent. Elles les font du coup un peu moins cher. Et en fait, elles expliquent, bah voilà, là il y a un petit dégradé de couleur, c'est ça de travailler avec le naturel, et c'est exactement le même discours. Et je trouve ça bien. Après, alors il y a aussi quelque chose qui est hyper important avec la question de l'industriel, parce qu'on me demande, mais bon, depuis tout le temps que t'as fait ça, il y a eu des projets industriels, effectivement. Là, vous êtes en train de citer des projets industriels, et il y en a eu, et il y en a eu avant que je commence à travailler. Ce serait une erreur de dire qu'il y en a pas eu avant moi. Ça, c'est faux. Mais la vraie problématique, c'est la question chromatique. Parce que les couleurs naturelles sont très particulières, ont un univers chromatique particulier. Il est très varié et très diversifié, c'est-à-dire qu'on peut obtenir un très grand nombre de couleurs. Alors pas des fluos, ça c'est certain, mais on peut obtenir des vives, des profondes, des saturés, des désaturés, des pastels, des blancs colorés, des gris colorés. Voilà, la diversité chromatique est très grande. En revanche, il faut savoir l'appréhender. Et souvent, je trouve que l'erreur qui est faite dans les projets industriels, c'est d'avoir un industriel qui sait teindre avec les colorants naturels, parce que ça, maintenant, il y en a plusieurs, Plo, ils le savent, et des designers textiles aux couleurs à côté qui conçoivent des gammes sans connaître du tout l'univers de la teinture végétale. Et du coup, il y a une rencontre qui fonctionne pas. Et souvent, je trouve que les produits qui sont sortis industriellement, et là, je ne pointe du doigt aucune marque, mais c'est vraiment un constat général de tout ce que j'ai pu voir sortir industriellement. Et ben, je trouve que les résultats chromatiques sont assez décevants. C'est-à-dire qu'on n'a jamais des gammes de couleurs à la fois qui révèlent les particularités chromatiques du végétal et en même temps qui soient pas en totale contradiction avec les couleurs obtenues avec les colorants de synthèse. Et du coup, je trouve que ça ne marche jamais vraiment. Ça donne des produits qui sont intéressants. C'est très intéressant que la démarche soit sortie. La boîte est très contente de le faire. Mais je pense que commercialement, ça fonctionne pas. Parce que ça se rapproche trop de la couleur synthétique. Ben non, justement, parce qu'ils n'arrivent pas à trouver la place de cette gamme de couleurs au milieu des colorants de synthèse. Et ils n'arrivent pas non plus à comprendre les particularités chromatiques des colorants naturels. C'est trop sorti de l'univers chromatique des colorants de synthèse. Trop nouveau et trop et en même temps, connu. Voilà. Et puis après, il y a une histoire de coût aussi. Il y a une histoire de bon choix de matière parce que les colorants naturels sont intraitables. C'est-à-dire que si la matière teinte est pas de bonne qualité, a pas suivi des opérations spécifiques. C'est-à-dire que dès qu'il y a des opérations de blanchiment, des produits chimiques qui sont employés pour fabriquer ces matières, et ben ça bloque et les colorants naturels montent pas, les couleurs sont pas belles, les couleurs sont pas denses, sont pas saturées, rentrent pas dans la fibre. Et en fait, c'est un très bon révélateur. Les teintures naturelles n'aiment que les très belles matières naturelles. C'est terrible. Et ça, c'est pour le cinéma, ça a été très compliqué aussi. C'est-à-dire que au départ, les premiers projets que j'ai faits, ça a été difficile parce que dans le cinéma, on a tendance à présenter un peu tout type de fibres. Il faut tout teindre, il faut tout réussir à atteindre. Mais les teintures naturelles, il faut savoir choisir ses fibres. Donc maintenant, je travaille en amont aussi sur le choix des matériaux parce que je sais reconnaître les fibres qui vont fonctionner avec les colorants naturels.
l'histoire des matières recyclées. Vous savez, les boucles de recyclage qui existent dans le plastique, par exemple pour les bouteilles, on fait du 30% de RPET, donc de plastique recyclé. Alors moi j'ai un avis très tranché là-dessus. J'ai l'impression que c'est... D'accord, justement je voudrais vous poser la question. J'ai l'impression que vu les quantités de textiles qu'on jette, donc apparemment je crois 12 kilos par Français par an, il y a dans ce qu'on jette énormément de synthétique, donc on est d'accord, mais il y a aussi beaucoup de coton, beaucoup de lin, chanvre pas trop, mais lin qu'on pourrait récupérer et peut-être upcycler ou essayer de retravailler la fibre. Déjà, je connais pas ce milieu, donc je ne sais pas si c'est faisable, mais je me dis, si vous dites que la teinture végétale, c'est un très bon révélateur de la haute qualité d'une fibre, est-ce que du coup c'est compatible avec un recyclage de fibres, parce que ça va quand même être aussi ça le nerf de la guerre demain, je pense, que chaque déchet devienne une matière première. Et du coup, si on arrive à isoler le coton, isoler le lin, ou je sais pas comment on pourrait faire, mais est-ce que du coup, ces matières-là, vous pensez qu'on pourrait les retravailler et les reteindre? Alors, du coup moi, j'ai un avis assez tranché là-dessus. Je pense que, selon moi, il y a la biosphère et la technosphère. L'erreur qu'on fait quand on produit des objets, qu'ils soient textiles ou autres, c'est qu'on a tendance à ne pas les séparer. On a tendance à les mélanger. D'accord ? La biosphère, c'est tout ce qui est biodégradable. La technosphère, c'est tout ce qui vient du minéral et qui n'est pas biodégradable. D'accord ? Donc, il ne devrait pas retourner à la Terre. Ok. Quand on les mélange, on se retrouve avec un recyclage impossible. Et c'est particulièrement vrai dans le textile. C'est-à-dire que dès qu'on a tendance à mélanger les fibres, on va créer des sous-produits. Une fibre naturelle, c'est une fibre qui est courte. Quand on la regarde, toutes les fibres naturelles sont courtes. Donc quand on les récupère, on les file, c'est une fibre qui est courte. Pour recycler, il faut rehacher, il faut tout rehacher, et essayer de le refiler. Ouais. Le végétal, c'est pas possible, ou l'animal, c'est pas possible. Une fois que ça a été sectionné, on peut pas le recycler tel quel. Ce qu'on peut faire, c'est le remélanger avec une fibre synthétique qui, elle, a la capacité d'être dissous et réextrudée. C'est pas propre. Une fibre synthétique n'est pas proprement filée, elle est extrudée. C'est-à-dire qu'elle est dissoute et ensuite extrudée, et on obtient un fil. Voilà. D'accord, ok. D'accord. Donc, quand on fait des fibres recyclées, il y a toujours une base synthétique. D'accord. Donc, ça veut dire la réponse à la question, c'est qu'une fibre recyclée. Naturelle. Voilà. Et forcément de la synthèse en elle. D'accord. Et donc, ne sera pas forcément super bien non. Teinte. Alors après, je sais qu'il y a des nouveaux projets qui sont mis en place à chaque fois pour essayer de recycler, mais en fait, une fibre naturelle est une fibre courte. Donc, une fibre courte, c'est filé une fois et c'est pas refilé. Et en même temps, j'ai envie de dire, pourquoi la recycler? C'est-à-dire que si elle est vraiment naturelle, que ce qu'on a mis dedans, c'est naturel, typiquement des colorants naturels, qu'il n'y a pas de produit de synthèse dedans, mais que ça retourne à la terre, c'est très bien, c'est fait pour ça. Pour moi, si j'ai un vêtement que je veux plus porter, qui est vraiment naturel, qui a été teint en naturel, et qui allait au bout de sa vie, là je parle pas d'une semaine, 15 jours, un mois, un an, c'est des années et des années, et que vraiment j'en veux plus, mais alors, au compost. Ouais, on peut le mettre au compost. Ouais, d'accord. Au compost. D'accord. Aujourd'hui, c'est pas possible de mettre des fibres des vêtements naturels au compost parce qu'ils sont teints avec des colorants de synthèse. Et ça, on le dit pas, et les industriels évitent ce sujet-là. Mais on ne peut pas mettre, moi, si j'ai une chemise, là, ma chemise en l'occurrence, elle est pas teinte, mais si j'ai une chemise en lin teint en bleu marine ou en noir avec des colorants de synthèse, mais ne la mettez surtout pas au compost. Il faut surtout pas faire ça. Le problème, c'est qu'on peut rien en faire. On peut pas la recycler. Non. Ouais, et on peut pas la mettre au compost. Donc, qu'est-ce qu'on en fait? En fait? Et de la même manière, je suis pas un anti-fibre synthétique. C'est-à-dire que si les fibres synthétiques restent des fibres synthétiques, que c'est pas des produits de basse qualité, voilà, c'est-à-dire c'est un bon polyester un bon polyester qui a une durée vie longue. Si ça reste du polyester, que c'est pas mélangé avec une autre fibre synthétique et que c'est recyclé, mais très bien, parce que ça va pas aller dans la mer, ça va pas aller dans la terre. Oui. Ouais. En fait, le problème, si je comprends bien, c'est si c'est pas du monomatériau, enfin du mono matière, ça devient compliqué. Et par contre, le synthétique, s'il reste du synthétique et qu'il a plusieurs cycles de vie, ça c'est pas un problème. Par contre, le pire, c'est donc de la fibre naturelle avec des pigments synthétiques, parce qu'en fait,
Ou de la fibre naturelle mélangée avec de la fibre synthétique. Ouais, d'accord. C'est mélanger la biosphère et la technosphère. Mélanger le naturel organique avec le synthétique. Ok. Oh, c'est hyper intéressant. Inorganique. Pour moi, c'est le pire. Donc, le recyclage, bon, voilà. Ça, et surtout recycler en faisant des sous-produits, parce que pareil, recycler le polyester, si c'est pour faire un produit qui est de moins bonne qualité que le produit initial, là, mon Dieu, non, pas du tout. Depuis que je suis sorti de l'école, j'ai mis en place une formation aux arts déco, c'est-à-dire que tous les étudiants des arts déco démarrent leur formation par du végétal. Et ils ont tous eu une formation en végétal. Donc ça, depuis 2014, donc de 2014 à nos jours, tous les étudiants de design textile des arts déco ont eu une approche du végétal et sont au courant de ce qu'est le végétal. Ce qui fait que, voilà, il y a déjà une dizaine de promotions sorties qui connaissent bien le fonctionnement du végétal. Après, je travaille au Greta et ça, c'est avec Sandrine Rosier. C'est Sandrine Rosier qui a mis en place cette formation. C'est pas moi du tout, c'est vraiment Sandrine. Et là, c'est plutôt une formation pour les professionnels et pour ceux qui souhaitent se professionnaliser en végétal. C'est une formation d'1 mois, tous les ans à l'automne. C'est pareil, depuis une dizaine d'années, il y a 12 professionnels du costume ou du textile qui viennent se former au végétal. Et régulièrement... C'est forcément des pros. Ça veut dire que moi qui n'ai, moi j'ai un bagage agrologique, agronomique, pardon. Oui, ça pourrait. Oui, tout à fait. D'accord, ok. Tout à fait. On a eu majoritairement des costumiers au départ ou des designers textiles, mais on a eu aussi des historiens de l'art, par exemple, des historiens du textile et de la mode qui sont venus. On a eu des botanistes, des pharmaciens. Génial, voilà. Cool. Ouais, ça c'est vraiment, moi c'est pareil, moi c'est par les plantes que ça me fascine. Ouais. Okay. Et puis parce que il y a aussi d'autres écoles de textile dans lesquelles je suis allé. Par exemple à Duperré, je suis allé former plutôt les profs. C'est les profs qui m'ont demandé d'être formés pour ensuite former leurs élèves. Donc ça, 2 ou 3 ans de suite, voilà. Je suis allé à l'ENSI aussi. Enfin, je suis allé dans plein d'endroits. Et c'est rare quand je refuse, quand on me fait une proposition dans un établissement. J'essaie toujours d'y aller parce que je trouve ça toujours intéressant. Et dans les formations costumes, j'interviens aussi. D'accord. Ça y est pas encore, moi j'aimerais beaucoup aller à Roubaix, à l'école d'ingénieurs de Roubaix, d'ingénierie textile. Il y a une super école d'ingénieurs textiles. Alors eux, et eux, je pense que je vais réussir à les rencontrer pour le podcast. Et il y a une école, de textile à Roubaix. Et c'est une copine qui est en charge de l'atelier de teinture et d'impression et elle fait elle-même de la teinture et de l'impression. Coraline Mani, elle habite à Lille et elle est prof à Roubaix, donc à l'ESAT Roubaix. Et elle est super. D'accord. C'est une bonne amie. Voilà. Je l'ai remplacée. J'ai été prof à Olivier de Serres un temps et je l'avais remplacée à Olivier de Serres. D'accord, ok. C'est une école de design et de métiers d'art à Parisienne et elle est allée à Roubaix et moi je suis allé à Olivier de Serres pendant 3 ans. Quelles sont pour vous les différentes approches? Et finir sur l'industrialisation, est-elle possible, est-elle souhaitable? Et je suis vraiment contre les monopoles et ce principe je pense qu'on n'est jamais trop pour développer les teintures végétales et qu'il faut qu'on arrête de se tirer dans les bottes les uns les autres, même si on n'a pas les mêmes visions des choses. Je pense qu'il y a de la place pour tout le monde, ça c'est certain. Et que même les teinturiers qui ont envie de travailler pour eux, qui ont envie de teindre leur laine pour tricoter leur laine et avoir leur pull en naturel, mais je trouve ça super. C'est pas mon approche, mais je trouve ça vraiment, vraiment super. Par contre, là où je suis Michel, c'est-à-dire que c'est pas de la sorcellerie, la teinture végétale. Ouais. C'est pas ça. C'est de la chimie. C'est de la chimie des plantes. Et on est en 2022 aujourd'hui. On a le recul nécessaire pour savoir ce qu'on fait. Que à l'époque de l'alchimie et avant ça, on savait pas ce qu'on faisait, donc on mélangeait plein d'ingrédients comme la cuisine et ça finissait par marcher. Là aujourd'hui, on sait ce qui se passe quand on rajoute un ingrédient. Donc ça, que la pratique soit artisanale ou à grande échelle ou à échelle industrielle, pas à grande échelle mais à échelle industrielle, il faut savoir ce qu'on fait quoi. Et il faut être capable parce que sinon on écarte des choses. On va écarter des colorants en disant ce colorant il est mauvais alors que c'est pas ça, c'est peut-être le procédé qui est mauvais ou le support qu'on teint qui est pas le bon. Et ça c'est important de savoir ça. Moi je suis pas chimiste de formation, j'ai fait des études littéraires mais j'adore ça.
la chimie. Je trouve ça passionnant et on n'a pas le choix quand on fait du végétal de comprendre ce qui se passe chimiquement. Il faut comprendre ce qui se passe chimiquement. Sinon, sinon ça marche pas. Voilà. Ouais, et puis on perd aussi du temps et on est très dans le... Et puis du coup, il peut y avoir un côté aussi... Il y a un truc qu'on oublie souvent, c'est que teinture naturelle, c'est pas forcément écologique. C'est pas parce qu'on fait des teintures naturelles que c'est écologique. Ça, c'est une erreur de penser ça. Et particulièrement dans les livres anciens. C'est-à-dire que les teinturiers du 15e, 16e, 17e, 18e et surtout 19e siècle n'avaient pas pour objectif de protéger la terre. Pas du tout. Ils avaient pour objectif de sortir une belle couleur. Et si un produit chimique aidait à obtenir une meilleure couleur, ils l'utilisaient, y compris des produits chimiques qu'on sait aujourd'hui comme toxiques et nocifs. Donc ça, il faut le savoir. Et l'erreur, souvent, quand on travaille chez soi au départ, c'est « Oh, j'ai ce joli livre de teinture du 17e et du 18e, je vais faire ça dans ma cuisine. Tiens, il dit de mettre une petite goutte d'arsenic, une petite goutte de plomb et d'étain, ça va être merveilleux. » Bah non. Ouais. Ouais. Donc voilà. Et moi, il y a plein. Je connais très bien je commence à bien connaître les livres de recettes de teinture du 18e et du 19e. Mais il y a plein de produits que j'ai complètement écartés, que je n'utilise pas et que je refuse d'utiliser, qui sont dangereux et nocifs. Donc c'est là, je suis totalement Michel quand il dit qu'il faut savoir ce qu'on fait, ce qu'on utilise. Il faut faire attention. Est-ce que c'est prouvé que de teindre naturellement a un plus faible impact, du point de vue du carbone que de la teinture synthétique? Est-ce qu'il y a eu une étude de fait? Est-ce qu'il y a une ACV, une analyse de cycle de vie ou pas du tout? Le problème, c'est la transparence. C'est que dans le textile, on n'est pas, mais comme partout, on n'est pas suffisamment transparent. Ce qui va déterminer le bilan carbone du produit textile qu'on fabrique, c'est pas son origine, qu'il soit végétale ou synthétique. C'est savoir où il a été produit, par qui, dans quelles conditions, quelle fibre il va teindre. C'est-à-dire que si je fais une teinture à la cochenille, avec de la cochenille qui vient du Mexique, que je teins de la soie qui vient de Chine ou de la laine qui vient d'Australie, le bilan carbone sera mauvais. Voilà. Après, mais il y a je pas trouve que ça dépend. C'est sur du coton ou sur le coton, par exemple, moi, c'est une fibre que je teins pas. Je fais anti-coton. Ouais. Le coton français n'existe pas. Etc. Oui, et puis même le coton français n'existe pas. Enfin, il y a un projet de coton. À Bordeaux. Ouais. J'ai lu ça. Oui, à côté de Bordeaux, voilà. Ouais. Mais malgré tout, le coton est une fibre très particulière. Quand on se renseigne sur cette fibre, on sait qu'elle est particulière, même si on veut la cultiver en bio. C'est une plante qui a besoin d'énormément d'eau et de soleil en même temps. Et eau et soleil en même temps, c'est pas possible. C'est-à-dire qu'on plante du coton en Bretagne ou en Normandie où il y a plein d'eau, ça va pas marcher. Parce qu'il y aura trop d'eau, il y aura pas assez de soleil. Là, on est du côté de Bordeaux. La fibre. Oh, pardon. Il y a un petit décalage, du coup, je vous coupe à chaque fois. Oui. Pardon. Non, pas du tout. Et puis il faut pas oublier que le coton, c'est une plante vivace. C'est pas une herbacée comme le lin ou le chanvre. D'accord? Donc, et d'année en année, elle va produire moins. Ouais. Donc, il faut s'en débarrasser. C'est-à-dire qu'il faut l'arracher ou la tuer. L'arracher, c'est pas facile. La tuer, c'est toujours des agents chimiques. D'accord. Puis il y a la problématique de la récolte. Comment on récolte le coton? Pour que ce soit une bonne récolte vertueuse, il faudrait que ce soit entièrement récolté à la main. Ce qui est le cas en Afrique, parce que la main d'œuvre est très peu chère. Mais en France, je sais pas comment ils se débrouillent pour le récolter, parce qu'il faut pouvoir supprimer les feuilles et ne garder que la fleur. Et pour supprimer la fleur, la plupart du temps, c'est des défoliants qui sont utilisés. Donc, c'est un produit chimique qui est déposé pour faire tomber les feuilles automatiquement, quoi. Voilà. Donc, tout ça, pour être vraiment transparent, être capable de faire du coton 100% bio, qui consomme pas beaucoup d'eau, c'est pas gagné, quoi. Du coup, la fibre la plus, de ce que j'ai lu, de ce que je connais, j'ai l'impression que lin et chanvre, en termes agronomiques, c'est super. C'est super. Et donc, et pour vous, la fibre la plus, comment on pourrait dire, la plus vertueuse, ce serait du coup laquelle qui est facile à teindre et aussi qui est, en termes de culture,
Bah, moi, j'aime le lin et le chanvre, mais j'adore la laine. Je suis un fou de laine. Malheureusement, la laine aujourd'hui, c'est la laine de mérinos et ça vient d'Australie. En tout cas, sur le marché textile mondial. Hein. Moi, j'utilise énormément de laine, mais de laine française, mais c'est des laines qui sont rustiques, qui sont sèches, qu'on n'a plus l'habitude de porter aujourd'hui et qu'on n'a plus l'habitude d'avoir chez nous. Mais moi, par exemple, une laine de mérinos, je trouve que c'est une laine qui est molle, qui est pas intéressante. Voilà, j'aime pas cette laine, mais les 3/4 des personnes qui portent de la laine hurleraient à l'idée de porter autre chose que du mérinos parce que c'est pas doux, parce que ça gratte, parce que voilà. Ouais, mais la laine, c'est génial. La laine, c'est extraordinaire. Moi, c'est laine, lin, chanvre. Hein. C'est mes fibres. Ça fait 15 ans que c'est mes fibres de prédilection. Et le mot de la fin? La teinture végétale est un sujet complexe, donc les visions de la teinture végétale sont très nombreuses. On n'a pas tous les mêmes avis et on n'a pas tous les mêmes approches. Voilà. Je vous invite à me rejoindre sur ma page Instagram Arécovert, ARTECOVERT, pour y découvrir le nom des prochains invités. Je me permets de vous rappeler que la seule manière de soutenir ce podcast est de le noter et le commenter sur la plateforme d'écoute de votre choix. C'est ainsi qu'on arrivera à faire porter la voix de ces passionnés de la couleur végétale. Merci à tous!